Professeur Joyeux, je vous connaissais de nom il y a quelques années. Je savais déjà que vous étiez un grand monsieur. Vous aviez coécrit à ce moment-là Comment enrayer l'épidémie de cancer du sein avec le docteur Bérangère Arnal, qui est président de l'association au sein des femmes en France et qui est l'initiatrice de la philosophie au sein des femmes. Je savais que vous aviez un CV impressionnant. Il y a quelques années, je vous ai vu à Uccle et je suis tombée tout à fait sous le charme de votre élégance de cœur. Vraiment. Votre message investi est un message engagé, d'une précision, plein d'humour. Votre générosité fait tout à fait écho à notre cause. Donc c'est formidable que vous soyez là ce soir, c'est un grand honneur. Le professeur Joyeux est chirurgien, cancérologue, professeur de chirurgie et de cancérologie et de nutrition à la faculté de Montpellier, toujours en activité de chirurgien. Il est président de l'association Famille de France et c'est un auteur prolixe. Je ne vais pas vous citer tous les ouvrages, vous pourrez les découvrir par vous-même, mais je vous propose de l'accueillir maintenant. Bien, bonsoir à tous et à toutes et merci beaucoup à ma collègue pour cette présentation et déjà toutes mes félicitations pour l'organisation de cette soirée. Alors vous allez imaginer que nous sommes dans un jumbo jet. Vous allez mettre vos ceintures et nous allons bientôt décoller pour une destination inconnue. Dans 2 heures, nous atterrirons, mais attention, il y aura des turbulences. Vous n'allez pas sortir comme vous êtes rentrés. Nous allons parler d'un sujet majeur pour notre santé. La prévention par l'alimentation des maladies de civilisation. Alors il faut tout de suite essayez de rappeler rapidement, mais vous les connaissez parce que vous en entendez parler tous les jours, de ces maladies de civilisation. Je suis chirurgien cancérologue et déjà, nous sommes noyés de patients atteints de cancer. Et chaque fois que je vois un homme ou une femme que je dois opérer, que je dois soigner, que je dois suivre, chaque fois, je me dis, si cette personne avait été informée correctement, il, elle, ne serait pas là. Et c'est vrai aussi pour les autres maladies de civilisation en dehors du cancer, que sont le diabète de type 2, 10 milliards d'euros par an en France, 10 milliards d'euros. Parce que nous ne mangeons pas bien, nous bouffons. Le surpoids. Je ne dirai plus jamais obésité, c'est discourtois. Mais toutes les femmes savent le petit nombre de kilos qu'ils ont en trop. Il n'y a pas besoin de les peser, elles le savent. Parfois, elles en mettent un peu plus. Coûte 10 milliards d'euros par an en France. Le cancer, 14 milliards. Et puis, il y a les maladies auto-immunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, maladies auto-immunes? Elles sont de plus en plus nombreuses, elles touchent pratiquement tous nos organes. Tout est possible. Selon notre disponibilité, je dirais, susceptibilité génétique. Il y en a qui seront plutôt atteints côté articulaire, côté vertébral. J'ai mal au dos, j'ai mal au hanche, j'ai mal au genou, j'ai mal partout. Et puis mon mari, lui, il est tout le temps fatigué. Il fait quoi votre mari? Rien. Là c'est formidable. Il est fatigué et il fait rien. Mais je sais ce qu'il a. Il a une maladie du foie, c'est une stéatose hépatique. C'est quoi, docteur? Ben, madame, votre mari a le foie gras.
C'est pas une oie. Non, mais il fait mieux que les oies, parce que les oies, il faut les gaver, ça coûte cher. Et lui, quand il est fatigué, whisky, biscuit. Et il entretient tout le sucre qu'il consomme, qui va passer vers son foie, et le foie va le transformer en gras. Car la concentration de sucre sous forme de glycogène dans le foie ne dépasse pas 2 jours, maximum 3 jours. Vous pouvez jeûner 2-3 jours, c'est pas un problème. Et le gras que nous avons en réserve, il y en a pour 130 jours. Donc quand quelqu'un fait une grève de la faim, je ne m'intéresse à lui qu'à partir du 100e jour. Il y a des réserves. Et dans ces maladies auto-immunes qui touchent notre immunité, ça veut dire quoi, immunité? En France, immunité, c'est pour les députés. On fait n'importe quoi. Tandis que nous, l'immunité, le malheur, c'est que nous la connaissons mal. Et je vais vous l'expliquer en quelques mots, vous allez tout comprendre. À l'école, on nous a appris qu'on avait, à partir du cœur, du sang rouge qui, toutes les secondes, part de la tête jusqu'aux pieds. Toutes les secondes. Et dans la même seconde, le sang revient. Il faut apprendre ça aux économistes. C'est une économie fantastique. Ça marche très bien. Mais nous avons une 3e circulation. Et cette circulation, on l'appelle la circulation lymphatique. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est lymphatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il marche lentement, il réfléchit lentement, c'est un sage. Eh bien, nous avons en nous une circulation lymphatique extraordinaire qui est partout dans notre corps pour nous protéger. Mais nous ne le savons pas. Alors quand on ne sait pas, on ne respecte pas. Mais ce soir, vous allez respecter parce que vous allez faire attention. Alors où est cette circulation dans mon corps? Quand je suis en train d'opérer avec un jeune collaborateur, j'ai mon instrument et puis je lui dis, tu vas me décrire ce que tu vois au bout de l'instrument. Et il décrit une petite circulation qui est pas plus grande en diamètre que les mines de ces petits crayons, vous voyez. Donc il faut appointer son regard. Et cette circulation, elle est serpentine. Et il y a là un liquide qui est aussi transparent que de l'eau, parfois un peu trouble, si le patient a consommé des graisses la veille ou l'avant-veille de l'opération, ça on le sait. Parce qu'il passe là-dedans un liquide lymphatique qui marche lentement et qui contient des lymphocytes. Et que sont les lymphocytes? Des globules blancs. Et que sont les globules blancs? Ils sont différents des rouges. Les rouges me permettent de respirer et de faire le Tour de France sans problème. Surtout si on me gonfle mon taux de globules rouges par du dopage. Et c'est pas conseillé. Mais les globules blancs, ils sont là pour me défendre. Et il y en a autant que de marques de voitures. Il y a des basophiles, il y a des éosinophiles, il y a des neutrophiles, il y a des lymphocytes, et les lymphocytes sont des familles aussi de lymphocytes. Et dans ces lymphocytes, il y en a qui sont faits pour tuer des bactéries ou des virus, et d'autres qui sont faits pour m'aider, des helpers en anglais, les autres des killers. Et ces lymphocytes, qui sont encore une fois des familles de lymphocytes, sont à ma disposition pour m'aider à être en bonne santé, pour devenir centenaire et pour éviter une thyroïdite, une spondylarthrite, même si j'ai le gène, une maladie de Crohn, une rectocolite ulcéro-hémorragique, une maladie de la peau comme la sclérodermie ou le lupus érythémateux. Tout cela dépend de mon système immunitaire. Et ces globules blancs, on les connaît d'autant mieux qu'il y a une maladie épouvantable que vous connaissez tous, qui s'appelle le sida. Je rappelle que ça veut dire syndrome d'immunodépression acquise, à l'envers acquisition d'une dépression immunitaire. Ça veut dire un système immunitaire qui est mis à bas par un tout petit virus, invisible même à des microscopes puissants, et qui pourtant est capable de détruire mon système de défense. Et en plus, ce virus, on peut se le transmettre. On le sait, de quelle façon, on ne va pas insister là-dessus, c'est pas le problème.
Mais ce qui est certain, c'est que quand on est atteint par cette maladie épouvantable qu'est le sida, on sait grosso modo le temps qui reste à vivre. Pourquoi? Parce que c'est le rapport de deux types de familles de lymphocytes. On dit les CD4 sur les CD8, peu importe les chiffres, mais le patient, lui, le sait. Et quand il y avait une hécatombe liée à cette maladie, les patients savaient parfaitement le nombre de semaines qu'il leur restait à vivre. Mais aujourd'hui, la maladie sida nous a appris énormément de choses. D'abord, on arrive à stimuler le système immunitaire. On arrive à réduire la multiplication virale. Mais si je suis en bonne santé, c'est pas ça que je cherche. Je cherche à maintenir un bon système immunitaire. Et je vais prendre un exemple extrêmement concret. Imaginez que vous avez un panari sur votre pouce droit. Vous avez fait le diagnostic. Vous n'avez pas besoin d'un médecin. Vous allez voir le toubib parce que ça fait mal. Et que vous cherchez un traitement. Et il vous dit, oui, vous avez raison, c'est un panari. Il ne va pas s'amuser à toucher parce qu'il va vous faire hurler. Il va vous examiner les selles. Il va vous examiner le coude. Il va chercher des ganglions, des nœuds lymphatiques. Et ces nœuds lymphatiques, ce sont tout simplement des entrecroisements de cette circulation lymphatique sous forme de petits ganglions qui sont là pour me protéger. Et quand le médecin trouve des ganglions dans les selles ou ici au niveau du coude, il est content parce qu'il dit « Ces ganglions protègent du staphylocoque qui est au bout du doigt, car je ne veux pas que ce staphylocoque passe dans mon sang pour créer une septicémie qui pourrait être gravissime. » Ça, c'est une maladie infectieuse. Mais si j'ai un cancer du sein, si j'ai un cancer de la prostate ou un cancer du côlon, du rectum, du poumon, qu'est-ce que va chercher le cancérologue? L'atteinte ganglionnaire. Il cherche l'atteinte ganglionnaire parce qu'il a peur que le ganglion soit dépassé par la maladie. Et l'on sait bien que lorsque on enlève une tumeur où qu'elle soit, sur un organe primitif, tumeur primaire, on va chercher dans la région l'état ganglionnaire pour savoir s'il y a une atteinte, et s'il y a une atteinte, eh bien évidemment les traitements vont être plus lourds. Parce que le diagnostic est plus tardif. Parce que certainement on a de mauvaises habitudes alimentaires et que ces mauvaises habitudes alimentaires, nous allons les retrouver dans notre corps, partout et d'abord au niveau du tissu gras. J'ai déjà parlé du foie gras. Mais quand vous avez gavé votre foie pour en faire du gras et que vous êtes épuisé, eh bien vous allez continuer à stocker le gras, les femmes dans les seins, les hommes dans le bassin. Ça s'écrit pas pareil. Et pour les femmes, il faut que vous sachiez, mesdames, que le tissu gras, il est cancérigène. Et ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à garder du surpoids en vous. Vous devez faire attention d'une part à votre alimentation, nous allons y venir, et d'autre part à la gestion de votre corps. N'oubliez pas que vous avez deux pattes, pas pour marcher, tous les bipèdes marchent. Ah docteur, moi je vais au boulot à pied. Oui, comme tout le monde. Ah non, les autres ils y vont en bagnole. Mais c'est pas parce que vous allez au travail à pied que vous avez une activité physique. Pour avoir une activité physique qui peut faire fondre le gras que vous avez en trop, il faut se bouger. Et il faut transpirer. Pourquoi transpirer? Parce que figurez-vous qu'on a cherché les pesticides, insecticides et toutes les cochonneries de toute l'agriculture conventionnelle, de toute notre société qui est quand même relativement toxique. Mais moi, ça me gêne pas. Parce que je sais comment éliminer tout ça. On a cherché ces pesticides, insecticides et autres dans tous nos organes, dans le cerveau, dans le foie, dans les reins, dans les surrénales, dans l'intestin. On les a trouvés là où on aurait dû les chercher tout de suite. Pourquoi? Parce que tous ces produits, pesticides, insecticides et autres, ils sont lipophiles. Ça veut dire quoi? Lipo, le gras, philein en grec, ils aiment le gras. Donc ils se stockent dans mon gras. Et mon gras, il est dans mon foie peut-être, mais il est aussi, comme je l'ai dit, sein bassin et sous la peau. Or, quand vous avez
du surpoids. Et quand vous avez le désir justement de rejeter ces pesticides, insecticides qui sont cancérigènes et qui sont délétères pour votre système immunitaire, eh bien, pour les faire sortir de vous, il faut transpirer. Et pour transpirer, il faut se bouger, il faut cavaler, il faut faire la marche nordique, il faut faire du tennis, ça m'est égal ce que vous voulez. Moi, je préfère le vélo, chacun son sport, mais il faut se bouger et transpirer 2 fois par semaine, minimum 30 minutes chaque fois. C'est pas bien compliqué. Nous perdons tant de temps devant un écran de télévision qui nous apprend que des conneries et qui en plus est un magnifique facteur pour l'Alzheimer. Magnifique. Quand je demande dans les amphithéâtres qui connaît un Alzheimer, tout le monde lève la main. Qui veut un Alzheimer, tout le monde baisse la main. Mais je vous aiderai à avoir un Alzheimer. Comme ça, vous saurez bien comment pas l'avoir. C'est intéressant. Alors, dans ces maladies de civilisation, la nutrition va jouer un rôle capital, puisqu'on le sait par exemple pour le cancer. L'Académie de médecine dit 48% des cancers sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Bon, 48 c'est 50, ça veut dire un cas sur 2. Et les autres, c'est quoi? Alors on va vous dire, ben oui, le cancer du col de l'utérus, c'est pas l'alimentation. Sauf que le cancer du col de l'utérus, s'il est lié à un virus que l'on se passe par infection sexuellement transmissible, il y a aussi le fait que le virus va pouvoir se mettre sur le col de l'utérus dans la mesure où vous avez un système immunitaire qui va pas bien. Si vous avez un bon système immunitaire, vous allez rejeter, il n'y a pas de souci. Seulement si vous êtes fatigué, épuisé, si en plus la psychologie arrive là-dessus et nous sommes dans une civilisation de gens stressés, angoissés, on entend tout le temps des catastrophes. On n'a pas le temps d'être philosophe que boum, il vous retombe une catastrophe qui arrive par les médias et la radio et la télé, etc. Donc, il va falloir que nous regardions ce que nous mangeons. Pas pour faire un régime, je vous dis tout de suite. Je ne vais pas vous proposer un régime parce que je sais que si je vous propose un régime, ça va tenir 3 jours. Je vais vous proposer miam, miam, miam. Mangez mieux et meilleur. Et quand je vois cette amphi où je vois tant de femmes pour la journée de la femme, et je vous en félicite, quel bonheur pour moi, parce que je me dis, au moins en France et sûrement en Belgique, quand vous informez une femme, vous en informez 100 d'un coup. Et quand vous informez un homme, vous en informez la moitié d'un. Sauf si vous lui parlez de sexe. Donc, messieurs, je vais vous tenir en haleine. Je vous promets quelque chose pour la conclusion. Alors, dans notre alimentation, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous sommes accros inconsciemment des pubs. Surtout quand ces pubs, en plus, vous disent « c'est bon pour toi, pour ta santé, c'est bon pour ton tube digestif, Acti, merde ou Acti ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va vous proposer des produits laitiers à l'appel, puisque c'est normal, il y a 24 milliards de litres de lait en France, 24 milliards, il faut vous les faire consommer par les trous de nez, les oreilles en suppositoire. Obligatoire. Et si vous faites pas ça, vous allez avoir de l'ostéoporose. Vous allez finir en poussière, ça c'est sûr. Mais pas trop tôt. Alors on vous dit, les produits lactés sont indispensables, il en faut 3 à 4 par jour. Ok. Autrefois, souvenez-vous, pour ma génération, nos mamans, elles allaient chez le vacher. Et puis, comme Perrette sur sa tête, avec un pot au lait, on revenait avec le pot de lait, on faisait bouillir le lait, et souvenez-vous, il y avait la crème épaisse. Et cette crème épaisse, c'était quoi? C'était tout simplement des protéines, des hormones et des facteurs de croissance destinés aux petits de la vache qui s'appelle le veau. Mais moi, je suis pas le fils d'une vache. Or, nos mamans, en faisant bouillir le lait autrefois, 1, elles le stérilisaient, merci maman, mais 2, elles ne savaient pas qu'elles faisaient quelque chose de génial, qu'elles détruisaient les facteurs de croissance destinés à l'animal que nous ne sommes pas. Donc, nous ne consommions pas des facteurs de croissance autrefois. Mais aujourd'hui, le lait, il est conservé 98% des 24 milliards de litres de lait passent à ultra haute température. Pour des raisons de quoi? D'économie.
3 secondes, tranquille. C'est stérile. Ensuite, que des facteurs de croissance, on s'en fout. Parce que d'abord, on les connaissait pas, seulement maintenant, on les connaît. On connaît les formules chimiques. Vous en avez 3. 3 dans le lait de la vache. Mais dans le lait de la maman, il n'y en a pas 3. Il y en a 7. Ah, vous allez me dire, mais il y en a trop. Pas du tout. Parce que dans le lait de la maman, pour son petit humain, il y a 7 facteurs neurotrophiques qui sont destinés au cerveau de l'enfant, qui fait que l'enfant, 1 an après sa naissance, il commence à marcher, il reconnaît papa, maman, Sarko, Hollande et tous les autres, donc il est intelligent. Et ces facteurs de croissance, dans le lait maternel, évidemment, que tous ceux qui font les laits maternisés avancés et tout ça, ils veulent pas vous le dire. Quand vous pensez qu'en France, il y a pas plus de 60 à 65% des femmes sur les 820 000 qui accouchent chaque année qui allaitent leur bébé. On leur dit la pollution, vous allez l'abîmer, prenez donc ce lait en poudre, ce lait avancé maternisé. En Allemagne, 98% des femmes allaitent leur bébé. Et l'enfant qui est allaité par sa mère, à l'âge de 5 ans, il a un QI avec 5 points de plus. Les autres rattrapent, mais c'est du boulot. Alors autant commencer tout de suite. Et puis il y a dans le lait de la maman du calcium, bien sûr, mais du calcium pour l'enfant, pour l'humain. Alors que dans le lait de la vache, il y a du calcium, oui, mais pour le veau. Or le veau, lui, il prend 365 kilos en une année. Et votre petit, il en prend 5. Donc il faut bien qu'il y ait beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Et alors on vous dit qu'il vous faut en prendre pour avoir des os solides. Mais pas du tout. Parce que votre tube digestif, il va absorber ce dont il a besoin, sauf s'il est poreux. Le tube digestif, c'est pratiquement entre 4 et 6 mètres. Et une absorption dans mon propre ventre, qui est équivalente à un terrain de handball, là-dedans. Et il passe énormément de choses. Mais n'oubliez pas que, après l'intestin grêle, à peu près large comme un terrain de handball, il y a une zone de déchetterie, de sélection des déchets. Et il faut tous les jours éliminer les déchets. Mais s'il y a des déchets qui passent la barrière intestinale parce qu'il y a de la porosité intestinale, où ils vont ces déchets? Ils vont pas là où ils doivent aller. Bon, dans mon foie, dans mon citron, dans mes articulations, dans mes muscles. Alors j'ai une fibromyalgie. Alors j'ai des douleurs articulaires. Alors je vais faire une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde, et ma thyroïde, il faut que je prenne des hormones parce qu'elle fonctionne pas bien. Et surtout parce que le labo est très content que vous ayez un problème à la thyroïde, hein. Il est ravi. Et tous les labos sont ravis que vous ayez besoin d'eux pour dormir, pour supporter le voisin. Que vous ayez besoin aussi d'hormones pour la ménopause, soi-disant pour rajeunir, alors que c'est sûr que vous avez une démence plus rapide. Avec le traitement hormonal substitutif et 30% de plus de cancer du sein. Ça, ils vous le disent pas. Maintenant, ils le reconnaissent, mais ils demandent même pas pardon, hein. Ils s'en foutent, hein. Alors, ils vous disent, maintenant, il y a un traitement hormonal spécial. Pour chacune, personnalisé. Non, il faut faire très attention à cela, et je reviens sur les produits laitiers. Bien sûr que c'est bon, les produits laitiers. Surtout que on calcule le goût. De telle façon que vous puissiez en prendre pas 1, mais 2. Un petit yaya. Récemment, il y a une jeune femme qui est venue me voir, devait savoir que, bon, je suis sensible, hein. Elle est mignonne. Petite mini-jupe, tout ça. Elle vient me voir, vous savez, monsieur le docteur, j'ai un yaourt, le top pour la santé. Vous avez les preuves? Ah, bien sûr. Alors, elle ouvre son ordinateur, puis elle me présente un diaporama très bien fait, avec des courbes, avec des histogrammes, avec des P00, de la statistique et tout ça, chez le rat. Et puis voilà qu'elle a terminé, et je lui dis avec beaucoup de courtoisie, je dis, mais c'est formidable, ça. Mais pour l'humain, c'est combien qu'il faut en consommer de ces yayas? Ah, elle me dit au moins 4 par jour. Un petit-déj, un petit déjeuner, donc un petit-déj, un au repas de midi, au repas du soir, et un avant d'aller faire dodo. 4 par jour. Je dis oui, mais qu'est-ce que je vais dire à tous mes patients, à ma femme, à mes enfants, à tout ce que j'aime? Et vous allez leur dire que ils auront la peau douce. Alors je lui dis là ou là?
Alors elle m'a dit de la tête aux pieds, totale. La totale, douce, peau douce. Je dis, mais il faut en prendre combien? Ah, elle me dit 4 par jour, je vous ai dit, mais 70 jours consécutifs. Alors j'ai vite fait la multiplication, ça fait 280 yaya pour ma femme, 280 yaya pour moi. Je dis, bon d'accord, alors je fais ça, j'ai la peau douce assurée. Ah, du certain. Elle était heureuse. Elle s'est dit, le message est passé. Et puis je lui dis, si je m'arrête, alors là, un visage de deuil. Elle me dit, en 10 jours, vous flétrissez. Je n'ai pas dit, vous foutez de moi. Mais j'ai écrit au patron. J'ai dit, vous vous foutez de nous. Et ce yaourt est resté 2 mois à la télé. Au bout de 2 mois, ils l'ont liquidé. On se moque de nous. Alors, moi, le yaourt, je vais vous dire, je ne vais pas oser vous demander qui c'est qu'un a pris aujourd'hui, mais moi, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. C'est comme la compote. Pourquoi? Vous allez vous dire, mais ça va pas, ça vous me culpabilisez. J'ai pris 2 yayas ce matin, parce qu'à la télé, ils ont dit que j'allais avoir un tube digestif du feu de Dieu, que j'aurais plus de ballonnement, et que j'aurais tout ce qu'il faut pour mes zozos, mon zonos. Maintenant, je vais vous expliquer tout simplement. Figurez-vous que vous avez des dents. Nous en avons une bonne trentaine, n'est-ce pas? Il en reste toujours quelques-unes. À quoi elles servent? Elles servent pas au sourire d'Obama ou de Nico machin. Elles servent à mastiquer les aliments. Or, si vous mastiquez bien vos aliments, vous allez faire travailler vos masséters, les muscles de la mastication. Et vous allez faire bosser les glandes salivaires. Mon dernier interne s'appelle Martin. Il m'avait très bien opéré lors de l'intervention chirurgicale avec lui. Je dis, Martin, bon maintenant, il faut que je te note. Tu t'es pas mal débrouillé, tu m'as bien aidé, ok, je dois te noter. Alors nous allons voir, tu vas être un futur chirurgien digestif. Je vais te poser 2 questions. Première question, Martin. Combien tu as de glandes salivaires? Alors là, je vois qu'à travers son masque, il a les yeux qui cherchent. Alors il me dit beaucoup. Je dis, Martin, enfin, tu es scientifique, mon vieux, tu me sors pas beaucoup. Je veux un chiffre. Allez, vas-y, il me sort 4. Tu as 0. Mon vieux, tu as 2 trous de nez, c'est sûr. Tu as 2 oreilles, 2 yeux, mais tu as 6 glandes salivaires, 2 parotides, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. Et tu savais pas ça encore? Et dis-moi, combien elles fabriquent de salive, ces glandes salivaires, tous les jours? Ah ben, elle me dit, 400. 400 quoi? Bah, 400 millilitres. Tu as 0. C'est 1 litre. Si tu mastiques. Si nous mastiquons bien, nous allons fabriquer notre litre de salive. Et la salive, c'est pas de la flotte. Vitel ou Evian. La salive, c'est un produit fabuleux qui contient des enzymes du goût, parce que figurez-vous que vous avez un palais qui n'est pas le palais de la reine d'Angleterre. C'est un palais des saveurs. Vous avez mangé en Angleterre déjà? Ça vous est arrivé là-bas? Non, mais ils n'ont pas de palais, ces gens-là. C'est pas possible. Aux États-Unis, c'est la même chose. Mais ici, les Belges, ils ont un palais. Et les Français aussi. Et le palais des saveurs, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et on a découvert, simplement en l'an 2000, vous voyez, il y a à peine 10 ans, encore des nouveaux enzymes du goût. Du goût. Et ça veut dire que quand vous avez quelque chose que vous mettez dans votre palais des saveurs, c'est pour que s'il est solide, ce quelque chose que vous mettez, il devienne liquide. Mais comme on nous prend pour tous pour des feignants, et qu'on veut nous faire consommer des choses liquides, alors qu'il faut que nous consommions des choses solides, eh bien évidemment, on nous trompe et on nous propose les acti-machins, tous les produits laitiers sous forme liquide. Alors qu'il faut les mastiquer, ça veut dire fromage, chèvre, brebis. Pourquoi chèvre et brebis? Parce que la chèvre et la brebis, ce sont des petits animaux. Bien sûr que le lait de la chèvre ou de la brebis passe aussi à ultra haute température. Bien sûr qu'il a des facteurs de croissance, je vais dire lesquels. Mais c'est des petits animaux, pour des petites articulations plus petites que les miennes, et pas pour les hanches d'un veau, ou les genoux d'un veau. Alors quels sont ces facteurs de croissance? J'ai dit chez la maman, il y en a 7, ils sont pour le citron. Et chez le veau, il y en a 3. Il y en a un qui s'appelle épidermal growth factor, facteur de croissance de l'épiderme. Vous entendez l'épiderme, la peau. Et la peau d'un veau, c'est pas tellement tout. Hein. C'est fait pour la carcasse périphérique, si vous voulez, de l'animal. Et puis le deuxième, il s'appelle
Transforming Growth Factor. Ça veut dire qu'il transforme les muscles, les tendons, les articulations, le squelette de l'animal, qui est un squelette fort, bien sûr. Et le troisième, c'est Insulin Growth Factor, facteur de croissance insulinique. Insuline, vous entendez pancréas, vous entendez diabète. Oui, il aide à la construction de l'intérieur du tube digestif, de tout le tube digestif de l'animal, et de tout son système génital aussi. Récemment, je voyais un homme qui avait un problème à la prostate. Alors je dis, monsieur, vous savez quel est le volume normal d'une prostate d'un homme? Il me dit non. Ben je lui dis, c'est 30 cm3. Il me dit, oui, mais moi j'ai 90. Et puis je dis, oui, mais monsieur, vous êtes vétérinaire, alors quel est le volume d'une prostate de veau? Elle me dit, je sais pas. Il me dit, je suis à la retraite. Bon. Eh ben, je lui dis, monsieur, celui du veau, la prostate de veau, c'est 90 à 100. Il me dit, mais j'ai une prostate de veau? Je dis, non, mais vous avez tout fait pour l'avoir sans le savoir. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute parce que vous avez été un gros consommateur de ces produits laitiers avec des facteurs de croissance qui vous ont construit, tout simplement, qui vous ont stimulé. Parce qu'au-delà même des facteurs de croissance, il y a aussi tous les éléments hormonaux. Il faut savoir qu'une vache, quand elle a mis bas son petit, on va pas le nourrir. Le lait, il est pour nous. Et puis, pratiquement, dans les 2 mois qui suivent, on lui amène une seringue. C'est pas sympa, hein. Même pas un taureau. Il n'y a pas droit. Et elle est à nouveau enceinte, tandis qu'elle allait. Mais elle n'allait pas le petit, elle allait nous, les humains. Ce qui fait que vous avez les hormones de la grossesse. De la vache en plus. Ça, on vous le dit pas. Hein. Et puis ça, on ne sait pas les enlever, c'est difficile. Puis ça coûte cher. C'est pour ça que j'ai saisi l'Agence française de sécurité des aliments. En France, ça a été dur. Et cette Agence française de sécurité des aliments, j'ai mis du temps pour obtenir les résultats. J'avais demandé les taux des facteurs de croissance dans tous les produits laitiers que nous consommons, que ce soit de la vache, de la chèvre, de la brebis, de l'humain, de la jument, tout ça. J'ai attendu quand même pas mal de temps. C'est en avril 2012 que j'ai eu le résultat. J'avais demandé en 2009. J'avais saisi en 2009 l'agence. Et en 2012, j'ai eu droit à un polycopier très bien fait de 98 pages. On m'a fait une présentation avec des diapositives très bien faites pour minimiser les risques. Oui, il y a des risques, mais ils sont minimes. Puis quand j'ai lu le polycopier un crayon à la main, sérieusement, il n'y a pas des risques minimes, il y a des risques vrais. Pourquoi? Parce que ces facteurs de croissance, pour les chimistes qui sont dans la salle, c'est intéressant. Figurez-vous qu'ils ont des formules chimiques évidemment différentes. IgE, EGE, EGF et TGF. Ils ont des ponts disulfure. Un pont, c'est quoi? C'est quelque chose qui réunit 2 piliers. Or, des ponts disulfure, ce sont des ponts entre 2 molécules, si vous voulez, je simplifie, de soufre. Alors, vous pouvez avoir 2 ponts disulfure, c'est l'insuline growth factor, IGF. Vous pouvez en avoir 4, c'est l'EGF. Vous pouvez en avoir 9 ponts disulfure. Or, si vous voulez détruire un pont disulfure qui fait l'activité de la molécule, il faut chauffer. Il faut chauffer la molécule, c'est-à-dire qu'il faut chauffer la molécule dans le produit laitier que l'on vous donne. Or, à ultra haute température, vous chauffez combien de temps? 3 secondes. Ça suffit pas. Nos mamans, elles faisaient bouillir. Il y avait un long temps, il fallait plusieurs minutes. Et puis la température montait jusqu'à 100 degrés, voyez. Ce qui fait qu'elles détruisaient facilement IGF, TGF et pratiquement presque tout le TGF. Or, aujourd'hui, on ne détruit pas tout ça. On les consomme. Et comment connaissons-nous si bien ces facteurs de croissance? Bien parce que la cancérologie, elle évolue, parce qu'il y a de la recherche, parce que la recherche, elle est efficace. Moi, je suis à fond pour la recherche des traitements, mais je suis à fond pour la recherche de la prévention, parce que je ne veux pas avoir un cancer. Je ne veux pas que ce que j'aime ait un cancer. Je ne veux pas que mes malades aient des récidives de cancer. Alors? Eh bien alors, tout simplement, je dois faire attention à mon alimentation. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai un cancer, le nouveau traitement du cancer, ce sont quoi? Des antifacteurs de croissance. Tiens, antifacteurs de croissance. Vous êtes arrivés à mettre au point les formules chimiques? Oui, pas moi, bien sûr. Les grands chimistes sont arrivés, ça vaut des prix Nobel. Ainsi,
Les nouveaux traitements du cancer, ça ne va pas être la chimiothérapie qui fait qu'une femme vous dit « Mais docteur, j'ai un problème de cancer du sein et puis je me retrouve sans cheveux, mais j'ai pas de cancer sur le cuir chevelu. Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Eh bien oui, ça c'était les chimiothérapies qu'on est en train de terminer. C'est-à-dire des chimiothérapies qui sont destinées à tuer une cellule en train de se multiplier. Alors la cellule cancéreuse, bien sûr qu'elle se multiplie, il faut la tuer celle-là. Mais si vous donnez une chimiothérapie qui tue toute cellule en train de se multiplier, les cellules des cheveux, ils poussent. Les ongles, ils poussent. La peau, nous la changeons. Nos globules blancs, ils vivent une semaine. Au bout d'une semaine, votre globule blanc, il a terminé sa vie, tranquille. On dit qu'il a une apoptose. Et j'ai des collègues qui disent c'est le suicide de la cellule. Mais non, c'est pas le suicide de la cellule. Il faut utiliser les vrais mots. Le suicide de quelqu'un ou le suicide d'une cellule, c'est une mort prématurée, qui est choisie par la cellule ou par moi-même. Mais l'apoptose, ça veut dire mort naturelle. Donc quand je mourrai à 120 ou 140 ans, puisque je vise ça, je serai en apoptose. Voilà, j'ai dit à ma femme, il faudra que tu me supportes jusqu'à 140. Voilà, elle m'a dit, j'en aurai 135. Très bien. Alors, ce qui est très important à bien comprendre dans tout ça, c'est qu'effectivement, nous utilisons des antifacteurs de croissance qui sont d'une immense efficacité. Je vais donner le cas d'une tumeur de l'estomac, par exemple. Une tumeur de l'estomac assez spéciale, pour laquelle on connaît bien les facteurs de croissance et les antifacteurs. Eh bien, si vous avez une tumeur qui est de la grosseur, on va dire, d'un pamplemousse, vous donnez pratiquement 6 mois de traitement et vous avez un trou à la place. Un trou. D'une masse, vous avez un ulcère. Et ça peut être tellement dangereux que si c'est une tumeur qui risque de saigner, il vaut mieux l'enlever chirurgicalement parce que dans la descente ou dans la fonte de la tumeur par le traitement d'une extrême efficacité, vous risquez de faire saigner le malade et de le retrouver le matin mort parce qu'il a saigné d'une manière extrême. Voilà. Donc on connaît bien les facteurs de croissance parce qu'on connaît les antifacteurs de croissance, voyez. Et ça, ce sont des notions extrêmement importantes. Il faut bien se dire que ces antifacteurs de croissance, évidemment, coûtent extrêmement cher. Parce qu'il faut bien comprendre que notre corps, c'est une merveille, avec non seulement le système immunitaire dont j'ai parlé, mais en même temps des cellules. Vous croyez que vous avez 50 ans, et vous vous dites, tous mes organes ont 50 ans. Mais non, votre foie, il est tout neuf. Vous l'avez refait dans l'année. Si j'ai 67 ans et que j'ai pas picolé de manière excessive, que je me suis pas drogué à la mode ou à la grosse drogue, eh bien mon foie, je l'ai refait 67 fois. Et si par contre, je l'ai abîmé par le tabac, l'alcool et la drogue d'aujourd'hui, eh bien je l'ai pas fait 67 fois, je l'ai fait que peut-être 50. Il va pas bien. Mes globules blancs, je l'ai dit, ils vivent 7 jours. Mes globules rouges, 120 jours. Les cellules de mon intestin grêle, 3-4 jours. Tout ça se refait. Notre organisme, il est vivant, actif. Et même dans mon cerveau. Je me souviens qu'en première année de médecine, avec mes camarades, nous avions 17-18 ans. Et puis lorsque nous avons eu le cours sur les cellules du système nerveux central, notre prof, il commence en nous disant, les petits, vous n'avez pas encore 20 ans. Mais dans quelques années, vous allez perdre des neurones tous les jours. Vous allez en perdre à peu près 20 à 30 000 neurones par jour. En le regardant, je me suis dit, lui, il ne doit pas lui rester grand-chose. Mais à la fin du cours, je ne suis pas allé lui dire ça. Je suis allé lui passer la brosse, maître, c'était bon votre cours, mais moi je suis plutôt de nature économe et je voudrais pas perdre mes neurones. Il me dit, petit, tu les perdras. Je dis, mais qui c'est qui a dit ça? Il me dit, c'est un prix Nobel. Qui ça? Ramón y Cajal, 1906, Madrid, tu allais vérifier? Eh ben, Ramón y Cajal, aujourd'hui, à la faculté de médecine de Louvain-la-Neuve, il serait collé. Il s'est trompé. Heureusement qu'il s'est trompé. Et moi, j'avais raison, je voulais les garder, et je peux les garder. Et vous pouvez garder vos neurones, et vous pouvez multiplier les connexions neuronales, et vous pouvez multiplier vos neurones si vous les nourrissez bien, et si vous les faites bosser. C'est pour ça que devant la télé, vous les éteignez. Dites-moi, madame, hier, à la télé, sur la 6, la 2, la 1, là, qu'est-ce que c'était le film? A dit, chérie, le film hier soir, c'était quoi? Alors, ils finissent par trouver quand même. C'était un policier. J'ai dit, qui c'était le meurtrier? Docteur, on s'est endormis tous les deux devant. Anesthésie générale. Voilà la télé. Voilà, si vous voulez avoir un Alzheimer, 3h15 par jour. En France, c'est ça, 3h15 par jour. Et si en plus vous voulez avoir un Alzheimer, ça vous avez compris, hein, yaourt tous les jours.
tous les jours. Et si en plus, vous pouvez avoir une bonne porosité intestinale, je vais vous aider à faire des petits trous dans votre intestin pour que les cochonneries qui doivent passer plutôt vers, voyez, les déchets, que vous les fassiez passer vers votre organisme. Alors comment vous pouvez rendre poreux votre intestin? Eh bien, ce sont les excès de gluten. Oui, le pain, c'est beau. Et j'ai rendez-vous d'ici 15 jours avec, figurez-vous, le boulanger de Cucugnan. C'est joli. Boulanger de Cucugnan. C'est dans l'Aude, un magnifique département de France. Et le boulanger de Cucugnan, il a les bonnes sources pour avoir le bon froment. Il a retrouvé tout simplement les graines ancestrales. Or, elles ont été modifiées tellement par le temps que lorsque vous voyez du blé aujourd'hui, un ancien qui a 80 ans, il vous dit « peu cher, ce blé, comment qu'il est aujourd'hui? Autrefois, il était fier, il était grand, il était beau. Aujourd'hui, peu cher, il est minable. » Et qu'est-ce qui se passe avec le pain que nous consommons aujourd'hui? Regardez-le. Je me souviens que quand j'étais enfant, avec mes frères et sœurs, on se disputait pour aller chez la boulangère. Alors on faisait un tour chacun, pourquoi? Parce qu'elle était sympa, elle nous filait quelque chose de bon, et puis quand on rentrait, on coupait le pain, il était croustillant, et on s'amusait à mettre les doigts dans les trous du pain, les doigts. Aujourd'hui, il faut une aiguille, il n'y a plus de trous. Parce qu'il n'y a pas assez de levain. Parce que je ne suis pas pour que le boulanger se lève à 4 heures du matin pour le plaisir, mais ils ont qu'à inventer des choses qui vont pétrir la pâte. Ils ont qu'à mettre davantage de levain pour que ça lève la pâte. Or, nous avons un pain qui est tout simplement un excès de gluten, et cet excès de gluten fait que la moitié des Françaises et des Français aujourd'hui ont une intolérance plus ou moins importante au gluten, qui est responsable de porosité intestinale. Alors, si c'est poreux, les 3 à 4 fois trop de calcium dans le lait de la vache, dans le yaya et tout le reste, ça passe. Ça va où? Ça va pas à l'os. Parce que l'os, il dit, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup, j'ai pas besoin de ce calcium. Débrouille-toi, va donc sur les tendons, les articulations, les muscles, le sein et la prostate. Et nous trouvons des calcifications. Et ces calcifications, ce sont des irritations. Et ces irritations sont des inflammations. Et si je m'amuse à m'irriter comme ça au niveau du poignet pendant des années, un beau jour, j'aurai un cancer sur la peau. Inflammation, irritation. Et c'est vrai pour notre alimentation. Ça veut dire que je dois faire attention. Quand on dit mon intestin est un deuxième cerveau, je n'aime pas cette expression, parce que mon cerveau, il fait tellement de belles choses. L'intestin, lui, bon, il absorbe, c'est bon, c'est important, et puis il sélectionne les déchets. Ne parlons pas d'un cerveau, mais il est vital, comme tous mes organes. Mes surrénales sont vitales, mes reins sont vitaux, tout est absolument vital. Et même au niveau du cerveau. Vous voulez stimuler votre cerveau, ben figurez-vous que beaucoup de médecins, ce soir, ils vont apprendre quelque chose là-dessus. Vous leur dites, quel est le premier signe de l'Alzheimer? Ah, ils vous disent, c'est le gars qui a oublié ses clés. C'est la personne qui ne sait plus quel est le prénom de sa femme, qui raconte des histoires sur la guerre de 14, voilà. Eh bien non, le premier signe, ce n'est pas ça. Le premier signe de l'Alzheimer, c'est de perdre l'odorat. Je ne sens plus. Je vais chez le fleuriste offrir des roses à ma femme. Alors moi, je veux des roses qui sentent la rose. Alors je sens que dalle. Celle-là, elle n'est pas bio. Dites-moi, madame la fleuriste, où elles sont vos roses bio? Elles sont là-bas, monsieur. J'y vais, ah, ça c'est de la rose. Alors c'est très intéressant de voir que quand vous faites passer ce message à des personnes âgées, j'étais récemment dans la région de Carcassonne pour donner une conférence sur tous ces sujets de la prévention d'Alzheimer. Et je leur ai raconté combien il est important de pouvoir repérer, par exemple, dans les garrigues, le thym, le romarin, la lavande. Alors ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que le lendemain, les organisateurs m'ont appelé en me disant, vous savez, il a fait très beau aujourd'hui, tous les vieux, ils étaient dans la garrigue à renifler le thym. Bonne rééducation. Est-ce que vraiment tu veux te faire opérer? Ben non, si je peux éviter. Et il me dit, t'as une solution? Je dis, bien sûr. Aucun problème. Il faut que ta femme écoute la mienne. Ah bon? C'est tout simplement, il faut que ce que tu manges change, que tu changes tes habitudes alimentaires.
Il faut que tu foutes en l'air le beurre, le yaourt, le fromage, le lait, les crèmes glacées, les crèmes brûlées, les béchamel et compagnie. Il faut que tu supprimes le gluten, le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries, les biscuits. Il me dit, il me reste quoi? Ben, du bon poulet, du bon poisson, la bonne viande, des fruits, des légumes, des fruits. J'ai lancé le concept en France de un fruit frais à la récré. Les gosses, on leur donne des barres chocolatées. Moyennant quoi, quand ils sont en primaire, au bout de 20 minutes, le sucre est monté dans le sang, les gosses passent en hypoglycémie parce que le pancréas a réagi à une montée du sucre, ils sont en légère hypoglycémie, ils n'écoutent plus. La maîtresse les tient plus, ils sont infernaux les gosses. Moi je passe dans les écoles, je vois bien, hein. Mais avec moi ils m'écoutent. Pourquoi? Parce que je leur donne un fruit frais à chaque récré. Alors, et la maîtresse pareil. Alors ils croquent la pomme. Et je leur ai expliqué comment une pomme, elle est capable de vous parler par les 5 sens. 1, tu la regardes. 2, tu la touches. 3, tu la sens. Si elle est bio, elle sent la pomme. 4, tu vas la croquer. Alors je m'amuse parce que je leur dis, vous allez tous ouvrir la bouche au même moment. Et vous allez croquer la pomme tous au même moment. Il faut voir ça. Le bruit de la pomme que l'on croque. Ben oui, ils entendent la pomme. Donc tous nos sens, ils sont faits pour notre bonheur. Mais c'est quand même curieux qu'on vous oblige à aller au McDo pour manger de la viande qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous allez vous en souvenir, hein. Laissez donc aller au McDo une fois dans votre vie avec vos enfants pour leur montrer que vous êtes dans le coup. Mais ça suffit. Je me souviens quand j'ai invité mon fils aîné au McDo, il me dit, papa, mais tu m'invites au McDo? Je dis, mais mon fils, je t'aime tellement que s'il faut bouffer les frites avec les pieds, je les mangeais avec les pieds. Mais il faut laisser tout ça. Il faut faire attention à ce que l'on consomme. Donc des fruits, il faut en manger 4 à 6 par jour, et si possible bio et de proximité. J'aime bien les Polonais, mais laissez les pommes de Pologne aux Polonais. J'aime bien le miel bio, mais celui des Chinois, il est pour les Chinois. Moi, je veux du miel bio de la région dans laquelle je suis. Vous voyez? Alors j'ai écrit un bouquin sur les abeilles et le chirurgien, et je suis effaré de voir si vous voulez, l'intérêt qui est porté par la population, parce que les gens ont compris que c'est vrai que l'abeille c'est la sentinelle de l'environnement. C'est vrai qu'avant c'était un canari, et que lorsque le canari, eh bien, il était au fond de la mine, et qu'il commençait à piquer du nez, on disait attention, ça va péter, vite, vite, remontez. Ben aujourd'hui, ce sont les abeilles qui sont les environnementes. Si vous voulez, le test environnemental d'aujourd'hui, c'est l'abeille. Or, attention, avec les pesticides et insecticides, toutes ces saloperies, on les tue, alors qu'elles peuvent nous faire tant de bien. Le miel, la propolis, la gelée royale, même le venin peut être utile. Il y a une émission que vous verrez, je crois que ça s'appelle Matière Grise, c'est ça? Eh bien, vous allez me voir à Matière Grise prochainement. J'ai été filmé par le réalisateur, très sympa par ailleurs, et à Namur, quand je suis passé à Namur au mois de septembre dernier, et il est même venu à Montpellier pour filmer une dame que je connais très bien, qui a été, écoutez-moi bien, guérie de sa sclérose en plaques par les produits des abeilles. Le miel, la propolis, la gelée royale, également le venin par apipuncture. C'est de l'acupuncture, si vous voulez, mais avec de l'apipuncture, c'est-à-dire que si elle n'a pas d'allergie au venin, il faut le vérifier avant, bien sûr, eh bien vous piquez dans la zone correspondant au déficit du bras ou de la jambe et vous stimulez le système nerveux. Bien sûr qu'il ne faut pas faire ça après 15 ans d'évolution d'une sclérose en plaques. Il faut le faire tout de suite, dès que le diagnostic est porté. Et quand j'ai vu cette femme, je ne l'ai pas cru, donc j'ai fait faire immédiatement une IRM pour vérifier l'état de la stabilité de sa sclérose en plaques. Effectivement, les plaques étaient neutralisées. Et je lui dis, il faut écrire. Elle me dit, mais j'ai fait un petit polycope. Envoyez-moi le polycope. J'ai vu le polycope, j'ai dit, vous allez faire un livre. Il faut témoigner auprès des autres que c'est votre sclérose en plaques. Il ne faut pas dire, on guérit la sclérose en plaques par cette façon-là. Mais il faut dire, votre témoignage, et cette femme a témoigné, vous la verrez dans Matière Grise prochainement, et j'explique tous les produits utiles des abeilles. Et comment moi j'ai connu tout ça? Oh, c'est intéressant. Je devais avoir 25-26 ans, j'étais jeune chirurgien au Maroc en coopération. Arrive un jeune qui avait mon âge, et qui avait une fracture au niveau du fémur, c'était une fracture ouverte. Ouverte, ça veut dire que vous voyez la plaie. Et cette plaie était purulente. Et alors il arrive et il me dit, Toubib, tu peux pas me soigner là pour
Alors, je montre ça à un patron, j'avais un patron belge d'ailleurs, un type absolument remarquable, je lui montre le jeune patient, et il me dit, petit c'était moi, demain tu l'amputes. Je trouvais ça un peu rude, quoi, parce que c'est comme si moi il m'amputait, puisqu'il avait le même âge que moi, le gars. Alors après la visite, je suis allé le voir, je lui ai dit, foutez quand, hein, sinon demain je vous ampute. Alors il me dit, est-ce que je peux mettre du miel dans la plaie? Oh, il m'aurait dit du jus de banane, j'aurais dit oui, hein. Alors j'ai dit, bien sûr. Et il est parti. 3 mois plus tard, il revient, il boitillait, guéri. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, il me dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Et j'ai dit quoi? Eh ben, j'ai mis du miel. Ah bon? Alors il m'a raconté, ça c'est très intéressant. Vous avez certainement pris déjà un petit thé à la menthe là-bas au Maroc avec du sucre. Vous avez les abeilles qui arrivent autour et qui sont là. Elles vont pas vous piquer. Elles viennent chercher un peu du sucre qui est par là, peut-être sur la feuille de menthe. Et qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Tout simplement, il avait certainement pas mis un miel pur, il avait mis un miel avec de la propolis. Et puis les abeilles étaient venues, et elles avaient picoté tout ça. Les unes étaient venues prendre du sucre, du miel qu'il avait mis, et les autres, tout simplement, elles le piquaient, et elles faisaient de l'apipuncture. Et le gars, il a totalement cicatrisé. Vous voyez, ça a été ma première relation avec les abeilles. Et je dis, mais c'est absolument génial. La propolis, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement ce que l'abeille va chercher sur les larmes des arbres, sur les bourgeons, et elle va le mettre dans la ruche de telle façon que la ruche, elle est plus stérile qu'un bloc opératoire. Et si une petite souris s'aventure, elle se fait piquer et elle se fait enrober de propolis comme les pharaons. Pas de problème. Extraordinaire efficacité de ces produits qui coûtent rien par rapport à tout ce que la sécurité sociale paye pour rembourser un pot pour la cicatrisation d'une plaie en France, coûte du pot du produit cicatrisant de qualité par ailleurs 350 €. Pot de miel, 30 €. 30 € non remboursés, 350 € remboursés. Pour arriver à faire comprendre ça à un ministre, très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils sont constipés d'une façon naturelle et que pour éviter leur constipation, il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, vous leur donnez des conseils nutritionnels sympathiques en leur disant qu'ils sont les meilleurs au monde et que les précédents, ils étaient nuls. Ça leur fait plaisir. Et puis vous leur dites qu'il faut consommer des fruits. Alors ce que le mieux, c'est d'arriver avec des fruits. Vous arrivez avec une petite corbeille, c'est sympathique, c'est mignon. Et puis vous offrez la corbeille et tout de suite vous les mettez dans la poche. Et ils vont mastiquer. Ils vont mastiquer ces fruits, vous prenez des fruits un petit peu durs, vous voyez, pour qu'ils les mastiquent devant vous, là, comme ça. Vous êtes sûr qu'ils vont vraiment les mastiquer? Ça va faire le râteau. Ça va faire le râteau pour ratisser le côlon, le droit, le gauche, le transverse, c'est comme la politique. Hein. Et puis, vous avez aussi, vous venez avec une bonne petite bouteille, et plutôt du vin bio. Du bon vin rouge qui contient du resveratrol, qui contient de la rutine, comme la rutine sans le S, et la rutine, c'est un polyphénol qui permet la contraction de la musculature intestinale. Fini la constipation du ministre. Je ne vous donnerai pas des noms, mais j'en connais une par exemple, elle partait sur le régime de Ducamp. Vous voyez ce que je veux dire? Dangereux celui-là. Pourquoi? Parce qu'il vous dit prenez des protéines. Mais si vous avez une cellule cancéreuse dans le corps, attention, le cancer c'est un voleur. Le cancer c'est un voleur. Et un voleur, il vient pas vous piquer vos babouches. Il vient vous piquer les choses précieuses que vous avez. Et donc, si jamais vous prenez des compléments alimentaires n'importe comment, en allant sur Internet et en surfant n'importe comment, ou en allant voir des gourous qui vont vous pousser à la consommation, quel est le danger que vous courez? Vous risquez d'une part de laisser prendre par la tumeur la bonne vitamine C qui est dans le kiwi, la bonne vitamine C qui est dans l'orange, la bonne vitamine C qui est dans du miel. C'est lui qui va piquer, il va vous laisser le complément dont plus de la moitié n'est pas biodisponible et fout le camp dans les urines. Alors, les compléments alimentaires, je ne suis pas contre a priori puisque j'en prescris. Mais j'en prescris après une intervention chirurgicale pour supporter une radiothérapie, pour supporter une chimiothérapie ou pour remonter la pente après. Vous voyez? Et tout à l'heure, une personne un peu fatiguée qui avait une maladie bénigne, une véritable immunodépression, elle m'a expliqué tout cela avant de rentrer. Et j'ai bien entendu. Et une personne jeune, fatiguée, épuisée par une maladie probablement d'ordre viral, eh ben, il faut stimuler son immunité. Alors je dis, prenez énergie vitale. C'est quoi? Ah, c'est pas un médicament. Non, un médicament, ça a une AMM, une autorisation de mise sur le marché. L'énergie vitale, c'est un petit pot avec dedans, moi j'en prends tous les jours une cuillerée à café au petit déjeuner.
miel, propolis, gelée royale, ginseng, papaye, acérola. Une cuillerée à café tous les matins, depuis le 15 octobre jusqu'à la fin de l'hiver, donc je vais bientôt m'arrêter, mais après tout c'est tellement bon que voilà. Alors je prends énergie vitale, et ça, vous pouvez le trouver tout simplement chez l'apiculteur, lequel apiculteur n'est pas simplement un apiculteur, mais un apithérapeute. Un apithérapeute, et si vous avez une petite plaie sur le doigt, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, ma femme s'est coupée, j'ai dit, tu vois, ça, normalement, il faudrait mettre 3 points. Elle me dit, pas question. Alors j'en étais sûr. Je lui dis, tu vas faire quoi? Elle me dit, je vais mettre du miel et de la propolis. 2 jours après, on enlève le pansement, c'est gagné. C'est tout simple. Vous voyez, ça veut dire que nous avons à notre disposition des produits qui sont des produits de qualité que nous ne savons pas prendre. Alors, c'est vrai que je donne des conseils tout de même, mais je ne prescris jamais de compléments alimentaires sans avoir fait préalablement un bilan bio-nutritionnel. Alors, vous avez des tas de laboratoires. Ils se disputent les uns les autres, chacun sa qualité, et on ne peut pas dire celui-là il est meilleur que celui-là. Mais vous avez un bilan bio-nutritionnel que j'ai testé sur moi-même. Vous voyez bien que je vais pas mal. Alors j'ai voulu voir si j'avais un problème, j'ai regardé, nickel. J'ai besoin de rien. Ça me fait plaisir. Par contre, je vois bien que mes malades, eh bien, sur les 7 éléments du bilan bionutritionnel, il y a un problème basocolytique, il y a un problème qui peut être neurodystonique, il y a un problème qui peut être lié à un manque d'oligo-éléments, une oxydation trop importante, c'est-à-dire un vieillissement prématuré. On le voit. Tout simplement en interrogeant. Vous tapez bilan bionutritionnel sur Internet, vous allez trouver ça génial. Alors j'ai fait faire ça à ma chérie. J'ai vu qu'elle avait un petit pic neurodystonie. Alors on proposait un médicament, un petit complément. Ben, j'ai dit, il faut le prendre, mais ça c'est que je t'énerve à tous les coups, c'est ce que je t'énerve, c'est pour ça que tu as de la neurodystonie. Alors je me suis calmé, et la fois d'après, évidemment, elle avait pris un petit complément qui lui a fait le plus grand bien, et elle a normalisé. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas consommer n'importe quoi, n'importe comment, parce que ne l'oubliez jamais, le cancer ou la maladie auto-immune, c'est une inflammation qu'il ne faut pas entretenir, et l'inflammation, c'est un voleur qui veut entretenir aussi, comme le cancer, le fonctionnement de l'inflammation. Alors au fond, j'avais bien compris qu'il faut faire attention à un certain nombre d'éléments, mais manger mieux et meilleur, ça va être quoi? Petit-déj, repas de midi, repas du soir. Petit-déj, une belle boisson, un bol entier. Café au lait? Non. Vous n'êtes pas un veau. Alors c'est quoi? Eh bien, vous allez prendre une bonne tisane de thé vert ou de thym qui va vous réveiller, et de romarin. Et quand vous le humez, vous avez l'impression d'être dans la garrigue avec des perdreaux qui chantent autour de vous, au soleil. À Montpellier, nous avons 600 jours de soleil par an, nous comptons même la nuit. Bien sûr. Alors une bonne tisane, un bon demi-litre, et ça vous fera uriner, vous aurez des urines claires. Je vois encore récemment un homme qui vient me dire, fièrement, il me dit, monsieur, moi je pisse comme de la bière. Alors je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit, je mousse. Alors monsieur, en pissant, moussez. Je dis, monsieur, vous avez un problème au foie. Vous devez être fatigué tout le temps. Ah ben voilà. Il avait tout simplement des sels biliaires qui passaient dans les urines, et au lieu d'avoir des urines extrêmement claires, étant mal alimenté, il avait une élimination de sels biliaires qui lui donnait des urines tout simplement comme de la bière. Et il était en mauvaise santé. Alors au petit déjeuner, je vais prendre 2 fruits. Il est petit, j'en prendrai 3. Et des bons, et des bio de proximité. Et puis, je vais prendre pas du lait, non, un morceau de fromage. Parce que nous sommes les seuls mammifères à boire du lait. Les seuls. Vous avez vu une vache boire du lait, vous? Vous m'appelez, elle est folle. Eh bien, nous risquons de devenir fous, c'est ça le problème. Alors donc, vous allez prendre un morceau de fromage, vous allez bien mastiquer, même s'il est de vache, ça ne me gêne pas. Parce que s'il a du goût, si vous le mastiquez bien, eh bien vous serez rassasié par le goût. Et puis, vous prendrez peut-être du pain, mais du pain aéré, du pain de campagne ou du pain complet. Et vous y mettrez du bon miel et pas de la margarine ou pas du beurre. Non, vous y mettrez du miel ou la confiture de votre grand-mère, mais finissez là, c'est plein de sucre. Et puis à 10h, à 10h, vous allez manger un fruit. Ou bien vous avez dans la poche des amandes, des noisettes, des fruits secs, quelques figues sèches,
quelques pruneaux, des choses comme ça, ou un fruit. Tout simplement, vous allez bien mastiquer. Ça me rappelle un jour où j'étais dans un TGV, où je partais en Suisse et il y avait un collègue parisien. Vous savez que pour nous, les provinciaux, vous avez entendu, moi j'ai l'accent du soleil. Les provinciaux, ils se moquent un peu des Parisiens qui ont l'accent pointu et qui ont toujours un nœud peps. Alors j'étais avec un collègue qui avait l'accent pointu et qui avait un nœud peps. 10 heures du matin, voilà qui me dit « Joyeux, je vais prendre ma petite collation. » Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il va prendre celui-là? Il revient avec une boîte de sardines. Moi, j'ai sorti ma pomme du matin, éloigne du médecin, vous savez tous ça. Alors j'ai dit, tu prends des sardines à 10 heures. Il me fait oméga 3. Ça, c'est un taliban des oméga 3. Vous allez voir. Il ouvre la boîte. Il m'offre des sardines. Je dis, je te remercie, j'ai des fruits secs dans l'autre poche. Il s'est tapé la boîte entière. Et quand il a eu fini, il m'a demandé de contrôler. Il m'a dit, tu as vu, j'ai pas mangé l'huile. Je ne lui ai pas dit que les oméga 3 étaient tous dans l'huile. Ça aussi, vous allez vous en souvenir. Hein. Ça veut dire que ces oméga 3, vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin, sauf quand vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas remonter la pente, tout ça. Bien sûr que là, on va vous aider. Et d'ailleurs, le bilan bionutritionnel va vous aider. Vous allez vous en rendre compte très facilement. Et pendant 2-3 mois, vous allez faire une petite cure et vous allez remonter la pente. Il n'y a pas de souci. Donc, nous allons arriver maintenant au repas de midi. Et au repas de midi, comme au repas du soir, il faut une salade avec du vert, du rouge, un peu de blanc, des amandes, des noisettes, des choses que je mastiquais. Et pas que je vais avaler à toute pompe, de façon à ce que je goûte vraiment ce que je suis en train de manger, qui a du goût, d'autant plus que c'est bio. Parce que c'est vrai que le bio, lorsqu'il est labellisé, lorsqu'il est de mon coin, c'est du vrai. Alors que j'ai bien confiance dans les figues de Turquie, mais les figues de Turquie bio, voilà, vous voyez, moi je préfère celles qui sont proches de chez moi, voilà. Donc, repas de midi, une bonne salade et puis un plat de résistance. Alors, bah oui, bien sûr, il y aura une viande rouge par semaine, une, pas tous les jours. Ah mais docteur, le soir, je prends qu'une tranche de jambon. C'est pas vrai, il en prend 2. Mais il me dit une pour me faire plaisir. Je sais comment ça marche. Bon. Non, le jambon, non. Laissez-le au cochon. Il en a besoin pour courir. Vous n'avez pas besoin d'en prendre. Parce que vous allez prendre tout simplement peut-être un bon charolais, un bon steak, avec peut-être du riz complet, avec des choses qui seront cuites à la vapeur douce. Attention, si vous avez la cocotte minute, vous la mettez au plafond à ma grand-mère chérie, 1884. Si vous avez un four à micro-ondes, celui-là aussi, vous pouvez le vendre. Hein. Très dangereux. Je me souviens d'une dame qui se pointe et qui me dit, vous savez, docteur, moi, j'ai mon mari pour la fête des mères, qu'est-ce qu'il m'aime? Il m'a offert un cuivapeur, docteur, à 3 étages. Et ma voisine n'en a qu'à un seul. Donc elle est aimée 3 fois moins, vous comprenez? Je dis, madame, quand vous avez les petits-enfants qui viennent pendant les vacances, vous avez 3 garçons qui sont pitchous. Vous en avez un qui pisse au lit, vous avez que des lits superposés à leur proposer où vous mettez celui qui pisse au lit. Elle me dit, je le mets en bas. Bravo, madame. Eh bien, madame, avec vos 3 étages, quand vous faites la vapeur qui monte, tous les produits toxiques de l'étage numéro 3 pissent sur le 2, le 2 sur le 1. Ne mangez surtout pas. Ah, elle me dit donc, il y en a 2 de trop. Qu'est-ce que j'en fais? Passez-les à la voisine. Elle s'en souvient. Cuisson à la vapeur douce, moins de 100 degrés, 95 degrés. Ça, c'est très important. Si vous voulez goûter les aliments, n'oubliez pas cela. L'alimentation, c'est notre joie, c'est notre plaisir, c'est le partage avec la famille, c'est la gastronomie familiale. Et donc, bien sûr que vous prendrez un dessert. Ah oui, mais docteur, le fruit, je le prends au début ou à la fin? Comme vous voulez. Prenez-en un au début, un à la fin. Oui, mais je le supporte mieux au début. Eh bien, parfait. Mais mon mari le préfère à la fin. Eh bien, laissez-le tranquille. Voilà. Faut pas être un taliban, voyez. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis, un petit café. Et avec dedans un petit morceau de chocolat. Pas du sucre Saint-Louis. Laissez-le à Saint-Louis, celui-là. Prenez plutôt soit un sucre roux ou un sucre intégral. Ou alors la petite feuille du stevia. Et le mieux, moi, j'ai trouvé... c'est Oméga Choco. Alors, Oméga Choco, ça c'est génial.
vous prenez un demi-carré, vous voyez, attention, je ne vous oblige pas à manger beaucoup, prenez un demi-carré d'oméga choco et vous mettez ça entre la joue et la gencive. Et vous laissez faire. Vous fermez les yeux. Et vous avez votre palais des saveurs envahi par le chocolat. Et si vous êtes fumeur, vous n'avez pas besoin d'une cigarette, ça vous dit rien. Et si vous êtes un picoleur, vous n'avez pas besoin d'un verre de vin de plus, parce que c'est le bonheur. Et cet oméga 3, cet oméga oméga choco, vous avez effectivement de l'huile de lin qui donne le côté oméga et le côté chocolat, qui est du chocolat noir, bien évidemment, excellent pour la santé, que vous allez supporter merveilleusement. Vous trouvez ça sur Internet. Je dis pas d'en manger beaucoup, puisque je vous ai dit un demi-carré. Vous risquez pas de prendre 1 gramme avec ça. Et puis, vous allez prendre un petit 4 heures. Alors, c'est pas la Madeleine de Proust, ça c'est du sucre. À 4 heures, vous allez prendre encore un fruit, pas un yaya. Et quand le gosse rentre de l'école, il est interdit d'aller dans le frigidaire pour aller piquer des produits laitiers. Vous avez une belle corbeille de fruits à la maison, avec des fruits de toutes les couleurs et de saison, et des fruits secs, et le gosse, il a le droit d'en prendre quand il veut. Pas besoin de demander la permission. C'est ça qu'il faut faire passer. Ah oui, mais docteur, ma petite de 6 ans, elle aime pas les fruits. Ah, très bien, madame. Je vais vous aider. Comment fais-je faire? Eh bien, vous avez bien une vieille assiette à la maison de votre arrière-grand-mère du temps de Napoléon III. Vous voyez où elle est, cette assiette? Oui. Vous allez la sortir, vous allez enlever la poussière, et vous allez même en prendre 2. Et vous allez mettre dans l'assiette un visage que vous allez dessiner avec des fruits. Une moustache avec une demi-banane. Vous mettrez des morceaux de pommes pour faire les pommettes. Vous mettrez des morceaux de raisin ou des cerises en fonction de la saison pour faire les yeux et vous allez faire « Tiens, ma chérie, voilà ton repas. » Ben, j'aime pas. Très bien, ma chérie. Tiens, tu as un verre d'eau et tu vas au dodo. Le lendemain matin, vous le sortez. Il y avait des 2 assiettes. Seulement, il y en a une où vous avez arrosé de citron. Vous allez apprendre quelque chose. Et l'autre, vous l'avez pas arrosé de citron. Le lendemain matin, vous sortez les 2 assiettes. Regarde, ma chérie. Là, tu vois, la pomme, elle est devenue grise. Elle s'est oxydée. Elle a vieilli plus vite que l'autre, parce que l'autre, tu vois, je l'ai arrosé de citron. Et ça, tu aimes pas? Ben moi, je vais me régaler à ta place. C'est tout, c'est ton repas. Maman, j'ai faim. Très bien, ma chérie. C'est ça pour toi ou rien? Alors on me dit, vous êtes dur. Mais non, je l'aime, l'enfant. Je l'aime tellement qu'au bout de 3 jours, croyez-moi, il va demander à manger. Là, c'est sûr. Et il va appeler son grand-père pour lui dire, je te prie de manger des fruits. Voilà. Ça, c'est sûr, il faut parfois leur imposer. Or, les publicités sont destinées à quoi? À nous rendre consommateurs. Vous comprenez? Et surtout à la fermer. Alors nous sommes des consommateurs, finalement on nous rend stupides. Mais c'est là que je suis content quand il y a du monde comme ce soir. Pourquoi? Parce que ça va passer les messages. Vous allez faire attention à votre alimentation. Je suis pas en train de vous dire c'est interdit de, c'est ceci, c'est cela. Non, mangez mieux et meilleur. Mastiquez bien. Il y a un proverbe en allemand, je ne saurais pas le dire en allemand, qui dit que pour goûter un aliment, il faut le mastiquer 37 fois. Faites 10. Au bout de 10, ne l'avalez pas. Moi, je fais ça maintenant. Au bout de 10, j'avale pas. Je me dis, quel goût ça a? Allez, 5 de plus. Tiens, c'est curieux. Il y a davantage de salive, c'est plus liquide. Il faut que le produit solide devienne liquide. Et là, vous avez davantage de goût. Donc, à 4 heures, le 16 heures, c'est pas la madeleine, ça sera un fruit, ça sera des fruits secs. Ça sera quelque chose de bon, encore une fois. Et puis, le repas du soir, toujours une soupe. Mais une soupe, pas le sachet, là, où vous avez soupe de poisson, parce qu'il y a une photo. Non, il faut une soupe que vous agrémentez avec ce qu'on appelait autrefois les restes. Il y a des choses à manger. Bonne soupe de poisson, une soupe de légumes. Pas la peine de le passer puisque vous avez des dents. Donc vous mettez des morceaux dans votre soupe et vous me mastiquez ça bien comme il faut. Et puis ensuite une bonne salade de toutes les couleurs. Et la tranche de jambon, vous n'avez pas besoin. Ça suffit. Vous finissez par un bon fruit, et puis une tisane, vous écoutez Mozart, je sais pas quoi, vous regardez un bon film. Non, le mieux, vous écrivez sur Skype à vos petits-enfants. Mais la télé, danger. Et donc, vous avez intérêt à apprendre des choses. Et je vois, par exemple, pendant les vacances, quand je suis avec mes petits-enfants, je suis avec Augustin Guillemette, alors je leur dis, voilà, je vais vous apprendre une fable de La Fontaine. Comment ça connaître? Allez, répétez après moi. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine. Et ils se disent, le vieux, il n'est pas si con que ça, il apprend encore. Et oui, très important de stimuler notre cerveau. Très important de travailler pour faire que les neurones, nous puissions les multiplier et augmenter la zone de l'hippocampe.
J'ai une de mes petites filles, Guillaumette, qui a beaucoup de mémoire. Et il y a un an, je lui parlais de l'hippocampe. Je lui dis, tu sais, tu es en train de mettre tout ça dans ton hippocampe. Et puis un an plus tard, je la vois, elle me dit, tu sais, papy, j'ai rempli mon hippocampe. Extraordinaire. Mais oui, mais ça, c'est des choses essentielles qu'on ne nous dit pas. Vous comprenez, par exemple, à la télé, après 20h30, vous avez Darty. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de Darty? Mais rien du tout. Alors que moi, je vois tout simplement quelqu'un qui ferait passer un petit message de santé en 60 secondes, comme le mime Marceau. Souvenez-vous, le mime Marceau, lui, avec simplement ses yeux, ses oreilles, il bougeait ses doigts de main, de pied. Vous compreniez tout ce qu'il disait. Sans un mot, on pourrait faire passer tellement de messages. Alors maintenant, je vais terminer de façon à ce qu'on ait un temps quand même pour les questions. Je voudrais terminer par 2 phrases qui m'ont toujours impressionné. 500 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate, le père de la médecine, et surtout, c'est le père de notre médecine à nous, Montpellier, parce qu'on dit qu'à Montpellier, nous avons une médecine hippocratique, qui consiste à examiner le patient, à parler avec lui, à s'asseoir à la consultation. Vous voyez, ça s'est imposé. Dans nos consultations, nous sommes assis. Certes, on a un ordinateur, mais il est sur le côté. Et on a le malade qui est en face, et on parle avec lui. Et on n'a pas à nous chronométrer le temps de la consultation. Non, on a le temps. Alors quand quelqu'un me dit, docteur, vous avez combien de temps? L'éternité devant moi. C'est comme ça qu'ils sont le plus rapides. Si vous dites j'ai 3 minutes, ils sont paumés les gens. Si vous dites l'éternité devant moi, ils sont contents. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre, oui, cette phrase, que votre aliment soit votre médicament, 500 ans avant Jésus-Christ. Et puis un autre, Jean Rostand, le célèbre biologiste, qui disait « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Et je puis vous dire que je préférerais avoir de moins en moins de patients et que la seule solution pour que nous en ayons de moins en moins, c'est que nous mangions mieux et meilleur. Ce n'est pas si difficile. Ça demande parfois d'être coaché, comme on dit, d'être assisté, d'être aidé, parce que vous ne pouvez pas changer en 5 minutes des choses qui sont des habitudes alimentaires qui datent de dizaines et de dizaines d'années, mais c'est toujours possible de changer, surtout quand en plus on se sent mieux et qu'on met sa santé davantage au service des autres. Je vous remercie.